La fondation Global Challenges, dont le travail est de réduire au maximum les risques de destruction auxquels l'humanité peut faire face, a publié son rapport des 10 risques les plus importants pour notre civilisation. Vous commencez à nous connaître, sur Essie, on aime bien se confronter aux pires dangers. Alors, forcément, c'est parti pour un classement qui ne va pas être des plus réjouissants. En 10e position, on retrouve la collision cosmique improbable. Cela fait 30 jours qu'Uranus nous est apparu dans le ciel. Au début, il semblait que notre Lune s'était trouvé un partenaire stellaire. Mais ensuite, nous avons compris que quelque chose de beaucoup plus grand se dirigeait vers nous. Mais qu'est-ce qui a pu rendre Uranus si instable? Cette géante de glace serait-elle sur le point de nous rentrer dedans? Et qu'est-ce qui pue comme ça? Burk. Voici Essie, et nous nous demandons ce qui se passerait si Uranus entrait en collision avec la Terre. Revenons 30 jours en arrière, quand tout était encore normal. Uranus vivait une vie tranquille à la périphérie de notre système solaire, à environ 3 milliards de kilomètres de nous. Et puis soudain, elle a commencé à se rapprocher. Les astronomes ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. D'après leurs calculs, il faudrait 13 ans à Uranus pour atteindre le point de collision. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins nous aurions une petite chance d'évacuer la Terre. Mais cette géante bleue givrée a en réalité d'autres plans en tête. Ce n'est pas un phénomène spatial commun. Les planètes ne quittent pas leur orbite sans raison. Mais d'une manière ou d'une autre, Uranus l'a fait. La voilà qu'elle se déplace à toute allure à travers le système solaire, atteignant une vitesse d'environ 1000 km par seconde. Une vitesse inattendue qui ne nous laisserait que 30 jours avant la collision. Uranus brillerait comme une étoile bleue dans le ciel, et chaque jour, elle apparaît plus grande et plus brillante. Notre ciel serait magnifique, non seulement grâce à cette géante de glace qui brille sur nous, mais aussi grâce à de nombreuses étoiles filantes. Au détail près que ce ne sont pas du tout des étoiles. Pour atteindre l'orbite de la Terre, Uranus devrait passer une ceinture d'astéroïdes entre Jupiter et Mars. Cela perturberait les orbites stables de nombreux astéroïdes et en projetterait certains vers nous. Ces astéroïdes peuvent atteindre 240 km de diamètre. Quelque chose de bien plus grand que celui qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre, il y a environ 65 millions d'années. Nous n'aurions nulle part où aller. Nous resterions là, à regarder la fin des temps se dérouler devant nos yeux. Autant profiter de la vue, du coup. Au moment où les premiers astéroïdes apparaîtraient sous forme d'étoiles filantes, Uranus aurait à peu près la même taille que la Lune. Mais elle grandirait rapidement en se rapprochant de plus en plus. Pendant que vous seriez ici à attendre la fin de l'humanité, Uranus commencerait à sérieusement tout secouer. Parce qu'Uranus est environ 15 fois plus massif que la Terre, son attraction gravitationnelle commencerait à perturber massivement notre planète. Les volcans commenceraient à rentrer en éruption de façon incontrôlée, et d'énormes tremblements de terre surviendraient, faisant imploser la Terre. Et la puanteur serait telle que vous tomberiez dans les pommes. Et oui, Uranus sent le paix. La haute atmosphère de la géante de glace est principalement composée de sulfure d'hydrogène. C'est la même substance qui fait que les œufs pourris puent si fort. Imaginez une planète entière d'œufs pourris engloutissant la Terre. Wow. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Ah, au fait, Uranus ne viendrait pas seule. Elle serait accompagnée de ses 27 lunes pour le trajet. Et ces lunes frapperaient la Terre de tous les côtés. Pour finir en beauté, Uranus comprimerait ce qu'il reste de notre atmosphère. Et la montée rapide des températures enflammerait la surface de la Terre. Peu après, notre belle planète bleue tomberait sous l'escarcelle de la géante de glace, et commençant ainsi à tourner autour d'elle pour finalement devenir l'une de ses nombreuses lunes. Néanmoins, Uranus ne s'en tirerait pas si facilement avec ce choc.
La dernière fois qu'elle est entrée en collision avec un autre objet planétaire, 2 fois plus gros que la Terre, elle s'est renversée. Oui, Uranus est la seule planète de notre voisinage qui tourne sur le côté. Qui sait, cet impact avec notre planète pourrait l'aider à se remettre droite. Mais pour la Terre telle que nous la connaissons, ce serait fini. Si par miracle la vie émergeait à nouveau sur les restes puants de la Terre, nous verrions le bleu d'Uranus à l'horizon. On a choisi une collision entre Uranus et la Terre, mais soyons honnêtes, ça pourrait être n'importe quel autre corps cosmique dans les environs, ou même à des années-lumière de nous. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il est temps de passer à la 9e menace, un séisme destructeur. Pourriez-vous dormir dans ce lit antisismique ? Il détecte les tremblements de terre et vous fait descendre dans une chambre métallique sécurisée. Oui, je sais, ça peut sembler ridicule. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Nous sommes sur le point de vivre le plus puissant tremblement de terre de l'histoire. D'une magnitude de 20. Quels dégâts cela causera-t-il ? Est-ce qu'il briserait notre planète en morceaux ? Et qu'est-ce qui pourrait causer un tel tremblement de terre ? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si un tremblement de terre de magnitude 20 se produisait. Pour comprendre l'ampleur d'un séisme de magnitude 20, jetons un œil à l'échelle de Richter. C'est une échelle logarithmique qui évalue la quantité d'énergie libérée par un séisme. Que signifie logarithmique ? Dans ce cas, cela signifie que la quantité d'énergie libérée est multipliée par 31,7 entre deux valeurs entières de l'échelle. Par exemple, un séisme de 2 est 32 fois plus énergétique qu'un séisme de 1. Et un tremblement de terre de 3 est 1000 fois plus puissant qu'un événement de 1. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré, d'une magnitude de 9,5, a causé environ 5 milliards de dollars de dégâts. Il a tué 1655 personnes et laissé 2 millions de personnes sans abri. Alors, à quoi faut-il s'attendre avec un séisme de magnitude 20 ? Faudrait-il évacuer la planète ? Pour se préparer correctement à un tremblement de terre de cette ampleur, nous devons comprendre ce qui provoque les tremblements de terre en général. Les tremblements de terre sont des vibrations qui traversent la croûte terrestre. Ils peuvent être provoqués par des événements tels que des éruptions volcaniques et des impacts de météorites. Mais le mouvement des plaques tectoniques en est généralement la cause. Ces plaques, qui constituent la croûte terrestre, peuvent glisser les unes contre les autres dans une région appelée limite de transformation. Lorsque les plaques se déplacent dans des directions différentes, elles peuvent provoquer une rupture de la croûte terrestre appelée ligne de faille. C'est là que se produisent la plupart des tremblements de terre. Les plaques créent des frottements lorsqu'elles se poussent l'une contre l'autre. S'il y a suffisamment de frottements, elles peuvent se bloquer et cesser de glisser. Mais les forces de la Terre continueront à les pousser et à augmenter l'énergie et la pression accumulée. Lorsque la pression s'accumule suffisamment, elle vaincra la friction et entraînera un déplacement intense et soudain. Cela provoque la vibration que nous connaissons sous le nom de tremblement de terre. Et plus la ligne de faille est longue, plus le tremblement de terre est massif. Alors, quelle longueur de faille faudrait-il pour produire un séisme de magnitude 20 ? Eh bien, disons-le ainsi. Pour produire un séisme de magnitude 10,5, il faudrait une ligne de faille d'environ 80 000 km. Et comme la circonférence de la Terre n'est que de 40 000 km environ, c'est très peu probable. Tout bien considéré, un séisme de magnitude 20 semble plutôt impossible. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Oh, oui, sauf pour ça. Un autre événement pourrait provoquer un tremblement de terre de magnitude 20.
l'impact massif d'un astéroïde. Un séisme de cette ampleur durerait plus longtemps que tous les autres séismes que nous avons connus. Vous ressentirez la secousse pendant au moins 5 minutes et les répliques se poursuivraient pendant des heures. Des tsunamis et des éruptions volcaniques se produiraient. D'autres séismes seraient probablement déclenchés et le monde entier s'effondrerait, littéralement. Pour que la puissance de ce séisme détruise la planète, faudrait qu'il surmonte ce que l'on appelle l'énergie de liaison gravitationnelle, qui décrit la valeur minimale dont un objet sphérique et uniforme a besoin pour rester uni sous l'influence de la gravité. Nous n'entrerons pas dans les valeurs spécifiques ici, car nous ne voulons pas compliquer les choses. En bref, nous sommes foutus. Un séisme de magnitude 20 produirait plus qu'assez d'énergie pour surmonter l'énergie de liaison gravitationnelle et détruire notre planète. Mais la bonne nouvelle est que nous verrions probablement l'astéroïde massif arriver. Et nous aurions le temps de nous préparer aux conséquences. Heureusement qu'un séisme de magnitude 20 est techniquement impossible, en tout cas à notre connaissance aujourd'hui, parce que c'est plus que dévastateur en effet. Mais pas besoin d'aller aussi haut sur l'échelle de Richter pour faire des dégâts. Qu'en est-il de la 8e menace? Le Soleil, évidemment. Le Soleil libère d'énormes quantités d'énergie qui se dirigent directement vers la Terre. Et si elle nous frappait, cela pourrait tout changer. Les réseaux électriques risqueraient d'être détruits, nous privant de moyens de communication et nous ramenant à l'âge de pierre. Tout cela à cause d'une tempête solaire. Mais qu'est-ce qui les rend si puissantes? Comment est-il possible qu'une telle chose se produise en 2024? Et pourquoi sont-elles si dangereuses? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si une tempête solaire frappait la Terre en 2024. Mais comment une telle chose pourrait-elle se produire? Tout commence par le cycle de notre Soleil, ou cycle solaire, une période de 11 ans au cours de laquelle son activité solaire augmente et diminue. Débutant par l'apparition de quelques taches solaires, le cycle s'intensifie progressivement, générant d'énormes quantités d'énergie. Puis, 5 ou 6 ans plus tard, il atteint son apogée, avec entre 100 et 200 taches solaires. L'activité solaire diminue ensuite pendant les 5 dernières années, et nous entamons un nouveau cycle solaire. Nous en sommes actuellement au 25e cycle depuis que nous avons commencé à observer le Soleil en 1755. Malheureusement pour nous, les scientifiques prévoient que les taches solaires atteindront leur pic en 2024. Cela signifie qu'il y a plus de chances qu'une tempête solaire se produise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une tache solaire? Il s'agit de zones plus froides et plus sombres du Soleil, créées par un champ magnétique puissant. Elles ne sont pas directement responsables des éruptions solaires, mais il se trouve que les éruptions sont plus fréquentes dans ces taches solaires en raison de leur forte activité magnétique. Les lignes du champ magnétique peuvent s'entremêler près de certaines parties du Soleil et peuvent soudainement se briser et se réaligner. Cela crée une énorme explosion d'énergie, engendrant parfois une tempête solaire. Une fois que le Soleil a libéré cette énorme quantité d'énergie, que va-t-il nous arriver sur Terre? Lorsqu'une tempête solaire se produit, vous ne la remarquerez pas tout de suite. En effet, il faut quelques minutes avant qu'elle n'atteigne la Terre. Regardez vite vos dernières vidéos YouTube, car une fois que la tempête aura frappé, rien ne sera plus pareil. La première chose que vous remarquerez peut-être, c'est que de plus en plus d'aurores boréales apparaîtront à travers le monde. Cela se produit généralement lorsque les particules chargées de la tempête solaire interagissent avec l'atmosphère terrestre. Bien que ces images dans le ciel soient magnifiques, les avantages d'une éruption solaire s'arrêtent là. En raison de l'effet sur notre champ géomagnétique, la plupart de nos technologies cesseraient de fonctionner. Par exemple, les satellites, les GPS et les transmissions radio deviendraient très irréguliers. Votre téléphone portable n'aurait probablement plus de réseau et les communications dans le monde entier commenceraient à s'estomper ou à devenir moins fiables. Mais cela ne se produirait que si nous étions touchés par quelques éruptions solaires.
C'est de toute une tempête solaire dont nous parlons ici, c'est-à-dire de multiples attaques du Soleil sur la Terre. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que les habitants de la Terre ne sont pas les seuls à être touchés par ce phénomène. Les astronautes dans l'espace en subiraient également les conséquences. Leur situation pourrait être bien pire. Le Soleil les bombarderait de radiations solaires intenses. S'ils ne se trouvent pas dans une zone spécialement protégée du vaisseau spatial, cette tempête pourrait s'avérer mortelle. Ils pourraient souffrir de maladies dues aux radiations et puis développer des cancers. La tempête solaire pourrait également nuire aux communications avec le centre de contrôle de la mission et vice-versa. Voilà ce qui se passerait le premier jour d'une tempête solaire. Mais quelques jours plus tard, alors que vous avez toujours du mal à avoir du réseau sur votre téléphone, le Soleil attaquerait de nouveau. Un phénomène connu sous le nom d'éjection de masse coronale, ou EMC, s'approcherait de la Terre. Une EMC est une explosion massive de plasma et de rayonnement électromagnétique provenant du Soleil. Cette éjection de masse peut provoquer de violentes tempêtes géomagnétiques qui interfèrent avec le champ magnétique terrestre. Si cela se produisait, la Terre telle que nous la connaissons pourrait changer pour de bon. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en 1859. Une tempête solaire s'est produite, connue sous le nom d'événement de Carrington. Elle a perturbé et complètement détruit les communications télégraphiques. Heureusement, la Terre a pu se remettre assez vite de ce qui aurait été aujourd'hui une catastrophe. Les communications télégraphiques étaient une technologie simple. Les lignes pouvaient être réparées rapidement et tout était rentré dans l'ordre. Mais que se passerait-il aujourd'hui ? Nos vies sont tellement plus dépendantes de la technologie qui est aujourd'hui beaucoup plus variée. Cette fois, les interruptions technologiques ne s'arrêteraient pas à un simple pépin ou à un réseau irrégulier. Une tempête solaire pourrait être si violente qu'elle empêcherait toute technologie de fonctionner. Les niveaux intenses de rayonnement électromagnétique pourraient anéantir des réseaux électriques et des systèmes de communication entiers. Même quelque chose d'aussi simple qu'acheter des produits alimentaires avec sa carte de crédit serait impossible. Nous parlons ici d'une panne mondiale totale. Si vous êtes dans un avion, le cockpit pourrait perdre la communication avec le contrôle aérien et serait perdu. Ou bien, compte tenu des intenses radiations qui frappent la Terre, l'avion pourrait tomber en panne. Il en va de même pour les métros et les trains. Ils pourraient s'arrêter soudainement. Cela provoquerait des catastrophes dans le monde entier. Des avions qui tombent du ciel, des accidents de train. Ne pas avoir d'électricité chez soi sera le moindre de nos soucis. Des villes entières, y compris tous les hôpitaux, seraient privées d'électricité. Cela signifie qu'il serait plus difficile, voire impossible, de traiter certains patients. L'absence d'électricité et les dysfonctionnements technologiques pourraient entraîner la mort de millions de personnes. Les éruptions solaires et les EMC peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Mais cela n'est que le début. En raison des dommages subis par nos réseaux électriques, nos communications et notre technologie, la Terre mettra un certain temps à se rétablir. Il faudra peut-être des semaines, voire des mois, pour revenir à la normale. Nous devrions reconstruire une partie de nos réseaux électriques et de nos systèmes de communication. Selon les pièces nécessaires, cela pourrait prendre encore plusieurs semaines. Considérez également les défis de communication auxquels le monde serait confronté. Parler à ses voisins est une chose. Mais comment communiquer avec une autre ville ou un autre pays ? Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'effondreraient, retardant davantage les choses. Après avoir surmonté ces défis, l'humanité se reconstruira. Ce qui semblait être la fin du monde pourrait alors devenir une simple parenthèse dans l'histoire de la Terre. Les conséquences d'une tempête solaire pourraient être traumatisantes et changer notre vie. Mais les humains vivraient pour voir un autre jour. Quelle est donc la probabilité d'une telle chose ? Eh bien, c'est difficile à dire. Nous pouvons observer les cycles solaires et évaluer le nombre d'éruptions solaires. Mais prédire si elles auront un impact sur la Terre reste incertain. Bien qu'une tempête solaire puisse se produire, il est important de noter que même si nous sommes plus dépendants de la technologie que jamais, celle-ci est également plus résistante. Les systèmes de communication et les réseaux électriques sont conçus pour résister à différents types d'interférences.
La NASA travaille également à la mise au point d'une technologie permettant de prévoir les éruptions solaires et de nous en avertir. Si l'une d'entre elles se dirige vers nous, voici ce que vous pouvez faire pour vous préparer. Gardez à portée de main une trousse d'urgence et de premiers secours bien approvisionnée. Comme pour toute catastrophe naturelle, il est important d'être équipé de matériel de premiers secours, de nourriture non périssable et d'eau. Pensez également à investir dans des parasurtenseurs et à débrancher les appareils électroniques en cas de tempête solaire. Enfin, renseignez-vous sur les sources d'énergie alternatives telles que les générateurs ou les panneaux solaires. Il ne vous reste plus qu'à patienter. Le monde devrait revenir à la normale. Pour l'instant, on a eu de la chance sur les éruptions solaires. Espérons qu'elles restent suffisamment faibles pour ne pas nous mettre davantage en difficulté. La menace numéro 7 a déjà frappé la Terre il y a quelques années. Une pandémie mondiale, éruption solaire mortelle, frappe d'astéroïdes destructrices, ou encore prise de contrôle hostile d'extraterrestres. C'est peut-être ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux menaces les plus dangereuses venant de l'espace. Mais la plus grande d'entre elles pourrait être microscopique. Pourquoi la NASA s'inquiète-t-elle autant des microbes de l'espace? Quels dégâts pourrait causer un micro-organisme extraterrestre sur Terre? Et si nous ne sommes pas prudents, comment pourrions-nous anéantir toute vie sur d'autres planètes? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la prochaine pandémie venait de l'espace. On estime qu'il y a entre 100 et 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Bien que nous n'ayons pas encore découvert la vie sur d'autres planètes, c'est une quantité impressionnante d'endroits où elle pourrait exister, si les conditions sont favorables. C'est pourquoi la NASA et d'autres agences spatiales prennent très au sérieux la potentielle contamination entre la Terre et d'autres planètes. Après tout, la dernière chose que nous voulons, c'est de découvrir de la vie et finir par comprendre que c'est nous qui l'avons introduit. Les scientifiques appellent ça la contamination directe. Des organismes microscopiques terrestres pourraient arriver sur d'autres planètes, lunes ou astéroïdes par le biais d'équipements infectés. S'il s'agit d'une mission vers Mars ou Europe, la lune de Jupiter, où les conditions de vie sont théoriquement possibles, les protocoles de contamination deviennent encore plus stricts. Mais le scénario contraire est également possible. La contamination inverse. Nous pourrions, sans le savoir, ramener sur Terre des microbes extraterrestres. Ces formes de vie pourraient également se propager naturellement à travers l'univers, atterrissant sur des météorites, des comètes ou même de la poussière spatiale. Cette théorie, connue sous le nom de panspermie, pourrait même expliquer comment la vie a parcouru l'univers et est arrivée sur Terre en premier lieu. Mais la vie peut aussi tout détruire sur son passage. Lorsqu'Elon Musk a envoyé sa Tesla dans l'espace, il est possible qu'il n'ait pas pris les meilleures mesures de protection contre la contamination interplanétaire. Et comme il y a aujourd'hui de plus en plus de lancements spatiaux commerciaux, cela pourrait devenir la norme. Dans les faits, il est presque impossible de ne pas contaminer l'espace. Il est déjà trop tard. Prenons l'exemple de l'atterrisseur lunaire israélien à lancement privé qui s'est écrasé sur la Lune en 2019. Il transportait des milliers d'organismes microscopiques appelés tardigrades. Ils sont connus pour être capables de résister à des conditions extrêmes telles que des températures glaciales et des radiations élevées. Ils pourraient être là-haut, sur la Lune, en train de comploter leur revanche. Certains micro-organismes peuvent se développer et évoluer dans une microgravité ou dans des conditions similaires au pergélisol martien. Nous devons donc prendre toutes les précautions possibles pour éviter une contamination directe. Avant de demander ce que tout cela a à voir avec la destruction de la vie sur Terre, un peu de patience. Les choses sont sur le point de devenir dangereuses. Mais comment éviter cette contamination directe? Nous devrions commencer par un nettoyage chimique rigoureux et une stérilisation à la chaleur pour tuer toute vie à l'extérieur de nos vaisseaux spatiaux. Pensez à ne pas rester trop près de ce processus.
Comme nous envisageons d'envoyer des humains sur Mars, nous devrions mettre en place en amont des pratiques strictes sur les endroits où nous pouvons atterrir et explorer. Nous devrions établir des zones d'exploration où nous pourrions contaminer de manière contrôlée. Ensuite, nous appliquerions des mesures de précaution plus poussées avant d'explorer d'autres parties de la planète rouge. Mais ce n'est pas de la contamination directe dont nous devrions avoir peur. Dans ces missions spatiales, nous pourrions malencontreusement ramener de la vie extraterrestre sur Terre. Dans notre biosphère, ces microbes pourraient être une menace existentielle pour toutes sortes d'organismes, y compris les humains. Les chances de trouver de la vie sur Mars, qu'elle soit fossilisée ou vivante, semblent assez faibles. Mais il est possible que des formes de vie survivent dans les endroits riches en eau de la planète rouge. Ces organismes extraterrestres pourraient avoir la même origine biologique que la vie sur Terre. Cela peut paraître super, mais c'est également ce qui pourrait les rendre dangereux. Car ces microbes extraterrestres pourraient voir la Terre comme une nouvelle maison accueillante. Dans ce cas de figure, il est possible que ces microbes envahissants venant de l'espace prennent petit à petit le contrôle de notre planète. De nombreuses espèces de faune et de flore pourraient venir à disparaître. Les humains aussi. Ils pourraient en fait être pathogènes. Ce sont des organismes comme des parasites, des champignons ou des virus qui ont besoin d'un hôte pour opérer. Un hôte comme vous. Ces parasites de l'espace pourraient être résistants à votre système immunitaire. Ils se reproduiraient et se propageraient tranquillement dans votre corps jusqu'à ce qu'ils soient prêts à sortir. Puis un jour, vous cracheriez du mucus jaune, un mucus oxygéné qui commencerait peut-être à se développer et à se répandre tout autour de vous. Ce monstre extraterrestre pourrait atteindre les 1 mètre en une journée. Bientôt, il pourrait développer un corps de fructification avec des spores mortels à l'intérieur. Cette chose finirait par exploser, libérant des milliers de spores. Cela pourrait se passer dans un laboratoire isolé, mais également à l'air libre. Et nous ne pourrions rien faire pour empêcher les spores extraterrestres de se propager et de tout infecter sur leur passage. Game over pour la Terre. Mieux vaut éradiquer rapidement ces microbes avant qu'ils ne nous anéantissent. C'est pourquoi nous avons besoin de règles et de protocoles stricts pour le retour des vaisseaux spatiaux, de leur équipage et de tout échantillon biologique potentiel qu'ils pourraient transporter. Lors des précédentes missions Apollo, les astronautes ont été mis en quarantaine pendant 30 jours après leur retour sur Terre. Tous les échantillons lunaires qu'ils ont ramenés ont été soumis à des protocoles approfondis de détection de la vie et de risques biologiques. Si vous transportiez des échantillons de Mars, vous devriez supposer qu'ils sont dangereux jusqu'à preuve du contraire. Pour cela, un confinement approprié est de rigueur. Ce confinement doit rester intact tout au long du voyage de votre vaisseau spatial, de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre et de sa livraison aux installations de quarantaine. Vous ne devrez distribuer les échantillons qu'une fois que les scientifiques aient prouvé qu'ils ne contiennent aucune vie biologique. S'il y a la moindre incertitude sur le confinement de ces échantillons, ils devront être stérilisés alors qu'ils sont encore dans l'espace. Tout comme l'ensemble du vaisseau spatial. Et s'il y a encore un doute? Désolé, votre vaisseau spatial ne pourra jamais revenir sur Terre. Mais si la prochaine était encore pire? Si les temps du Covid-19 étaient déjà difficiles, je dois avouer que je ne suis pas impatient de voir débarquer sur Terre des virus de l'espace. Pas sûr que l'humanité tiendrait très longtemps. Mais nous ne sommes qu'à la 6e menace. Il y a encore pire à venir. Celle-ci porte le doux nom de collision d'astéroïdes. Attention à votre tête. Une pluie de très gros astéroïdes s'écrase sur la Terre. À quoi ressemble-t-il? Lesquels auraient l'impact le plus meurtrier? Et lequel serait le plus susceptible de nous anéantir? Oui,
il vaut mieux que vous prépariez votre bunker. Voici et si. Et voici ce qui se passerait si un astéroïde géant frappait la Terre. Ok, éliminons la terminologie. Nous parlons d'astéroïdes. Mais certains des objets de notre liste ne sont pas des astéroïdes, mais des comètes. Les astéroïdes et les comètes sont tous deux des objets de notre système solaire. Mais ce ne sont pas les mêmes. Les astéroïdes sont des restes rocheux de la formation initiale de notre voisinage planétaire. Sur le million d'objets connus, la plupart orbitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour leur part, les comètes sont des boules de glace composées de gaz, de roches et de poussière gelée. Elles orbitent autour du Soleil, et lorsqu'elles s'en approchent trop, elles commencent à fondre. Cela libère un gigantesque nuage de poussière et de gaz qui peut être plus grand que la plupart des planètes. Avec 3000 comètes connues dans le système solaire, certaines pourraient-elles être prêtes à transformer la Terre en un nuage de poussière géant. Météorite de Tcheliabinsk. Commençons par un objet plus petit qui a déjà frappé notre planète. Il s'agit de la météorite de Tcheliabinsk. Elle a explosé au-dessus de la Russie en février 2013. Avec un diamètre d'environ 17 mètres, elle était relativement petite. Mais l'impact était énorme. L'explosion a eu l'équivalent énergétique de 500 000 tonnes de TNT. C'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Elle a blessé 1200 personnes et causé d'énormes dégâts matériels. Des effets plutôt importants pour un si petit visiteur extraterrestre. Chicxulub. Passons à quelque chose de plus grand. Nous allons pour cela nous rendre 65 millions d'années dans le passé. L'énorme astéroïde Chicxulub a probablement été l'une des forces qui ont entraîné l'extinction massive des dinosaures. Il faisait environ 10 à 15 km de large et son cratère d'impact dans la péninsule du Yucatan au Mexique mesure 180 km de large et 900 mètres de profondeur. Rien que ça. Quand cet astéroïde a percuté la Terre, il a dévasté tout ce qui se trouvait à proximité. L'onde de choc a envoyé d'énormes quantités de matériaux rocheux dans l'atmosphère. Et elle a causé des tsunamis d'une hauteur de 1500 mètres. Bien que toute la suie n'ait pas complètement bloqué le Soleil, elle a réduit la lumière solaire atteignant la surface de notre planète. Cela a gravement perturbé la croissance des plantes et a eu des répercussions sur la chaîne alimentaire. Finalement, des écosystèmes entiers se sont effondrés. Oumuamua. De tous les objets qui pourraient entrer en collision avec nous, Oumuamua a l'une des formes les plus intéressantes. Cet objet rocheux, en forme de cigare, mesure environ 400 mètres de long. La NASA le classe dans la catégorie des comètes, mais il présente également les caractéristiques d'un astéroïde. Et comme il n'est rattaché à aucun système stellaire, on ne sait pas d'où il vient dans l'espace. En 2017, il est passé près de la Terre à une distance de 41 millions de kilomètres. Bien que nous ayons été à l'abri de l'impact à cette occasion, il aurait pu causer de nombreux dégâts. Si cet invité interstellaire s'écrasait sur la Terre, l'obscurité recouvrirait notre planète. Et si la poussière et les débris restaient longtemps dans notre atmosphère, il tuerait de nombreuses plantes, animaux et humains qui dépendent du Soleil. Bennu. Bennu n'est pas seulement un des astéroïdes dont vous devriez vous inquiéter. C'est surtout un objet qui pourrait bel et bien nous tomber dessus. Il a une chance sur 1700 d'entrer en collision avec la Terre en septembre de l'année 2182. Avec seulement 0,5 km de large, il est relativement petit. Mais souvenez-vous de l'importance de l'impact de Tcheliabinsk. Pensez à cela lorsqu'il s'approche de la Terre tous les 6 ans.
Shoemaker-Levy 9. La comète suivante n'a aucune chance de heurter la Terre, car elle est déjà entrée en collision avec Jupiter en 1994. Mais on peut tout de même imaginer la destruction que cette comète de 1,5 à 2 km de large aurait pu causer sur notre territoire. Elle s'est brisée en 20 morceaux à cause de la gravité de Jupiter. Les collisions de ces fragments étaient si puissantes qu'elles étaient similaires aux détonations d'environ 300 millions de bombes atomiques. Des panaches de débris ont été projetés à une hauteur de 2000 à 3000 km. Et l'atmosphère s'est réchauffée jusqu'à atteindre des températures torrides de 30 000 à 40 000 degrés. Estimez-vous heureux que Shoemaker-Levy 9 ne nous ait pas touchés? Cérès. Le dernier, mais non le moindre, est un astéroïde si gros qu'il est techniquement classé comme une planète naine. Cérès est le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. Il représente 25% de la masse totale de la ceinture. Le rayon de Cérès est de 476 km. Cela le rend plus de 60 fois plus grand que notre ancien ami Chicxulub. Si Cérès entrait en collision avec la Terre, il n'y aurait pas que des dégâts. Il n'y aurait plus de Terre du tout. Rien que par sa taille, Cérès bloquerait le Soleil à son approche. Et ensuite, l'impact qu'il ferait arracherait 10 km de la croûte terrestre. Des ondes de choc hypersoniques déferleraient sur le globe. Tout sur son passage serait incinéré et rasé. Rien n'aurait une chance de survie. Notre planète se transformerait essentiellement en une boule de feu et de roches fondues. Si par miracle ou grâce à un bunker souterrain secret vous avez survécu, vous ne survivriez pas bien longtemps. La suie dans l'atmosphère ressemblerait en tout point à un hiver nucléaire. Bon, j'aurais préféré que celui-ci soit moins haut dans la liste, parce que ce n'est pas réjouissant du tout. Qu'est-ce qui peut bien être pire que ce genre de drame? Eh bien, la 5e position porte bien son nom. Effondrement écologique. Que se passerait-il si une hausse spectaculaire du réchauffement climatique faisait fondre toute la glace de la Terre en une nuit? Vous réveillerez-vous sous l'eau? Votre pays serait-il submergé? Êtes-vous prêt à suffoquer sous les flots? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si toute la glace sur Terre fondait entièrement. Avez-vous déjà observé comment un glaçon fond dans un verre d'eau rempli à ras-bord? Comment cela change-t-il le niveau de l'eau? Eh bien, en vrai, ça ne change rien. Car au-dessus ou en dessous de la ligne d'eau, un glaçon fondu remplace exactement le même volume d'eau. Ajoutons maintenant du sel. Dans le cas d'un glaçon de 16 cm3, le niveau d'eau dans le verre augmentera de 0,49 cm3. Cette augmentation correspond au déplacement de l'eau salée. Il s'agit d'une augmentation de volume de près de 3%. Une quantité relativement faible, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si vous appliquiez cela à l'ensemble des banquises et icebergs de la planète? Il y a plus de 20 millions de kilomètres cubes de glace sur Terre. Si tout cela devait fondre en une nuit, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 70 mètres. C'est assez pour recouvrir la Tower Bridge de Londres. Les 7 continents seraient partiellement immergés. Il n'y aurait plus de Miami ni de Londres. La côte de l'Australie serait emportée, ainsi que 80% de ses habitants. Il en serait de même pour Venise et les Pays-Bas. Le continent africain serait un peu moins affecté, mais avec les vagues de chaleur extrêmes qui suivraient, la majeure partie du continent deviendrait inhabitable. Vous devez être en train de penser que les inondations feraient disparaître toute l'humanité. Eh bien, pas toutes, figurez-vous. Mais ceux qui resteraient auraient à faire face à de nombreux dangers. Toute cette glace fondue libérerait beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air. La glace a besoin de concentrations élevées de CO2 pour fondre. Étant donné que la teneur en oxygène de l'atmosphère resterait la même, on commencerait lentement à s'étouffer de l'air ambiant. Vous auriez très peu de temps pour vous acclimater à ce nouveau monde. Les courants océaniques changeraient de direction, affectant la vie marine. N'ayant pas le temps de s'adapter à des changements aussi extrêmes,
les créatures marines et les animaux polaires seraient confrontés à une extinction massive. Ceux qui survivraient devraient quitter leur foyer et trouver un meilleur endroit pour vivre. Il en résulterait un amenuisement de l'approvisionnement alimentaire de l'homme. Une modification des courants marins entraînerait également des changements climatiques spectaculaires. De fortes pluies s'abattraient sur les déserts et les zones où les précipitations sont importantes s'assécheraient. Cela dévasterait l'agriculture et provoquerait une famine mondiale. La configuration des vents changerait également. En l'absence de glace pour réfléchir les rayons du soleil, ce dernier puiserait davantage d'humidité dans les océans, créant ainsi davantage de nuages dans le ciel. Les nuages se rassembleraient d'abord près des zones montagneuses et les pluies finiraient par les inonder. Les ouragans océaniques seraient plus fréquents, provoquant encore plus d'inondations. Même le plus petit tremblement de terre au large des côtes pourrait dévaster les régions voisines avec un tsunami massif. Tout cela entraînerait une migration mondiale à laquelle les gouvernements ne pourraient pas faire face. Le monde tel que nous le connaissons s'effondrerait. Heureusement, toute la glace ne fondra pas du jour au lendemain. Par contre, elle est en train de fondre, et toujours plus. Même la plus ancienne carotte de glace qui stocke des informations sur le climat de la Terre depuis 1,5 million d'années perd du volume. Génial! C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé pour l'humanité. Une extinction lente et douloureuse. Comment? Il y a pire? On n'est même pas encore dans le top 3? C'est vrai, puisque la 4e position a été nommée éruption de supervolcan. Je vous laisse, je vais pleurer un peu. En ce moment même, aux États-Unis, l'un des plus grands volcans du monde se prépare à exploser. Il s'agit du volcan Yellowstone. Et ce n'est pas un volcan ordinaire. Non, c'est un supervolcan. Si le Yellowstone entrait en éruption, les conséquences seraient catastrophiques. Mais à quel point au juste? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour l'arrêter? Et comment cela changerait-il notre météo? Voici Et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si le volcan Yellowstone entrait en éruption demain. Situé dans le Wyoming, aux États-Unis, Yellowstone est entré en éruption 3 fois au cours des 2 derniers millions d'années. Cela a conduit certaines personnes à se demander si nous devrions nous inquiéter d'une nouvelle éruption du Yellowstone dans un avenir proche. Et par futur proche, nous entendons probablement dans quelques centaines de milliers d'années. Mais au lieu d'attendre si longtemps, pourquoi ne pas découvrir ce qui se passerait si l'éruption avait lieu demain? Si vous vivez en Amérique du Nord, il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour vous préparer, maintenant que ce supervolcan a explosé. Mais qu'est-ce qui fait de Yellowstone un supervolcan? Eh bien, en plus d'être plus grand, un supervolcan produit également une explosion beaucoup plus massive. La plupart du temps, lorsque nous pensons à une éruption volcanique, nous pensons à la lave chaude fondue qui se déverse et recouvre la zone environnante. Bien que cela puisse se produire à Yellowstone et que vous devriez vous en inquiéter, ce ne serait pas la seule chose à craindre. En fait, la lave qui s'écoule du volcan serait le dernier de vos soucis. Étonnamment, il n'y en aurait pas beaucoup comme on pourrait attendre d'un supervolcan. En effet, avant que la lave ne quitte un volcan, elle est d'abord connue sous le nom de magma. Mais dans ce cas, une grande partie du magma de Yellowstone ne pourra pas devenir de la lave, car elle sera projetée dans le ciel sous forme de particules de cendres en suspension dans l'air. Et ce ne sera pas n'importe quel type de cendre. Ce sont des particules minuscules et brûlantes de roches déchiquetées. Cette éruption affecterait la quasi-totalité des États-Unis et du Canada. Des dizaines de millions de personnes dans un rayon de 1000 km de l'éruption mourraient. Si vous respirez les cendres, ce qui serait inévitable dans un tel scénario, elles formeraient un mélange semblable à du ciment dans vos poumons, ce qui vous ferait suffoquer. Les bâtiments s'effondreraient, puisque 30 cm de cendres suffisent à faire céder les toits. Et vous seriez toujours en difficulté, même si vous vous trouviez en dehors de cette zone de 1000 km. Selon les experts, même la côte est des États-Unis serait recouverte d'1 centimètre de cendres, ce qui serait tout de même incroyablement dangereux pour nos poumons. Même certaines parties de l'Europe recevront des cendres, avec un léger saupoudrage. Et ce ne sera pas le seul effet qu'ils subiront.
En plus des cendres mortelles, le monde entier connaîtrait une baisse de température. Les cendres qui persistent dans l'air bloqueraient le soleil, entraînant des changements météorologiques importants. La température mondiale baisserait de 10 degrés, un effet qui pourrait durer jusqu'à une décennie. Les cendres affecteront également les cultures, l'approvisionnement en eau et pratiquement tout ce qui se trouve dans la partie occidentale du monde. Bien que vous surviviez probablement à la première éruption, vous finirez par subir les conséquences des cendres, que ce soit en mourant relativement vite ou en vivant assez longtemps pour connaître un monde plus froid et plus rude. Heureusement, vous pouvez prendre une grande dose d'oxygène sans cendres, en sachant qu'une telle chose ne se produira probablement jamais, du moins pas de notre vivant. Une éruption comme celle-ci à Yellowstone serait connue comme une éruption supervolcanique. Une explosion plus probable à Yellowstone serait une éruption hydrothermique. Cela implique principalement beaucoup de vapeur et quelques roches projetées. Bien qu'une telle éruption soit mauvaise, elle serait loin d'être aussi effrayante que celle qui nous attend ici. Et une éruption plus probable encore à Yellowstone serait une coulée de lave relativement simple. En fait, depuis la dernière grande explosion il y a 600 000 ans, nous avons connu près de 50 éruptions de ce type sans aucune victime. Et vous dites que le volcan de Yellowstone aurait déjà dû exploser depuis des années? Super rassurant. Bon, les amis, on entre dans le top 3 des catastrophes les plus probables pour notre civilisation. Alors, on s'accroche. La médaille de bronze est pour la catastrophe justement nommée catastrophe liée au changement climatique. Le zéro absolu est la température la plus froide possible dans l'univers. Rien ne peut aller plus bas que ça. Donc, si la Terre entière se refroidissait soudainement à la température la plus glaciale rien que 5 secondes, cela causera beaucoup de ravages. À quel point fait-il froid au zéro absolu? Qu'arriverait-il à votre propre corps à cette température? Que pourrait-il vous arriver qui vous ferait froid dans le dos? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre passait au zéro absolu pendant 5 secondes. La température est la façon dont nous mesurons l'énergie cinétique des particules dans n'importe quel objet. En d'autres mots, elle nous indique à quelle vitesse les atomes, les molécules et les particules se déplacent. Plus un gaz liquide ou solide est chaud, plus les particules se déplacent rapidement. Et lorsque ce mouvement ralentit, plus la substance devient froide. À la température la plus basse possible, ou au zéro absolu, les particules arrêtent complètement de bouger. En effet, à 0 Kelvin, soit moins 273,15 degrés Celsius, il ne reste aucune énergie thermique. La température au sol la plus froide jamais observée sur Terre, 184 Kelvin ou moins 89,2 degrés Celsius, a été enregistrée en Antarctique en 1983. Mais elle ne s'approche même pas du zéro absolu. Même l'endroit le plus froid de tout l'univers, la nébuleuse du Boomerang, à 5000 années-lumière de la Terre, la température dépasse de peu 1 Kelvin. Alors, êtes-vous prêts pour les 5 secondes les plus froides de tous les temps? À température ambiante, soit environ 293 Kelvin, les molécules d'air se déplacent à une vitesse moyenne de 1800 km/h. Alors que les températures sur Terre chuteraient soudainement, toutes ces particules ralentiraient. À 0,00001 Kelvin, les particules atomiques se déplaceraient à une vitesse d'environ 0,18 km/h. C'est 1000 fois moins vite que leur vitesse à température ambiante. En se rapprochant du zéro absolu, toutes les réactions chimiques seraient de plus en plus proches d'un arrêt complet. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour vous et la Terre entière. Les réactions chimiques sont responsables de tout, y compris comment votre cerveau communique avec votre corps.
Sans les milliards de réactions chimiques qui se produisent dans votre corps, vous ne pourriez pas respirer ou transformer la nourriture en énergie. Des températures proches du zéro absolu seraient terriblement froides. Même s'il faisait 77 Kelvin, ce qui est relativement plus chaud, vous seriez en grave danger. C'est la température de l'azote liquide. Après quelques secondes d'exposition à cette température, vous subiriez de graves brûlures, des cloques et des engelures. Vous auriez probablement besoin d'amputer un orteil, voire même les 10. Donc, seulement 5 secondes de zéro absolu pourraient causer des dégâts inimaginables à toutes les formes de vie sur Terre. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Les réactions chimiques ne s'arrêteraient pas complètement. Même à la température proche du zéro absolu de la nébuleuse du boomerang, des réactions chimiques semblent toujours avoir lieu. C'est grâce aux effets étranges de la physique quantique. Et chaque fois qu'on parle de physique quantique, il se passe des choses bizarres. Avec tous les atomes sur Terre presque immobiles, vous les verriez se regrouper. Ils formeraient un état de la matière Cela rend cette situation mathématiquement impossible. Mais cela ne signifierait pas que 5 secondes de température proche du zéro absolu ne détruiraient pas tout sur son passage. Il semblerait que le climat soit une vraie urgence quand même. 2 catastrophes dans un top 10, ça commence à faire beaucoup. Mais peu importe, puisque ce n'est pas le plus probable. La seconde position de ce classement revient à une expérience nucléaire ratée. Fantastique. À l'heure actuelle, il existe plus de 400 centrales nucléaires en activité dans 20 pays. Pourraient-elles être des bombes à retardement? Pourraient-elles rendre leur région inhabitable en cas d'explosion nucléaire? Et si toutes ces centrales explosaient en même temps? La vie deviendrait une lutte quotidienne pour la survie, tout en étant poursuivie par un prédateur invisible. Les radiations. La Terre serait une grande zone d'exclusion. Un royaume hautement radioactif, rempli de dangers et de contamination, dans lequel il nous est interdit d'entrer. Comment survivre dans la zone d'exclusion, anciennement connue sous le nom de planète Terre? Et cela pourrait-il vraiment arriver? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si tous les réacteurs nucléaires explosaient en même temps. Vous vous réveillez au son d'une grande explosion et on dirait qu'elle vient de la centrale nucléaire à la périphérie de la ville. Est-ce un nuage en champignons? Pourquoi l'air est-il rayonnant? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas aller au travail aujourd'hui?
Vous êtes loin de vous douter que votre vie est sur le point de changer complètement. La bonne nouvelle, et nous utilisons ce terme au sens large, est que vous n'êtes pas seul. Toutes les centrales nucléaires de la Terre ont explosé simultanément. Et nous savons ce que vous pensez. Ne serions-nous pas éliminés instantanément? Eh bien non. Malheureusement, c'est une mort lente. Les réacteurs nucléaires n'explosent pas comme les bombes atomiques. Leurs réacteurs utilisent la fission nucléaire pour générer de l'électricité, mais une bombe atomique utilise la fission nucléaire pour générer de l'énergie qui provoque une explosion. Les réacteurs nucléaires sont contrôlés et surveillés, alors qu'une bombe atomique est une réaction en chaîne de fission incontrôlée. Cela signifie que, contrairement à une bombe atomique, les réacteurs nucléaires ne sont pas conçus pour exploser. Mais même s'ils ne se comportent pas comme une bombe, vous n'êtes pas encore hors de danger. Toutes les formes de vie proches des centrales seraient annihilées. Et celles qui ne le sont pas devraient évacuer le plus vite possible. Genre, depuis hier, les fusions devront être contenues autant que possible. Si elles ne sont pas traitées correctement, l'empoisonnement par les radiations et la contamination pourrait se répandre dans le sol et l'eau. Vous savez, tout ce que vous utilisez pour boire et cultiver. Des milliers, voire des millions de personnes risqueraient d'être contaminées par les radiations et les taux de cancer atteindraient le seuil maximum. Si l'explosion ne vous a pas tué, il y a des chances que les radiations le fassent. Le syndrome d'irradiation aiguë ou maladie des rayons est causé par la réception d'une forte dose de rayonnement. En quelques minutes, votre corps peut absorber suffisamment de radiation pour vous tuer. Pourriez-vous aller à l'hôpital? Eh bien, vous pourriez. Mais le problème est que tout le monde aura probablement la même idée. Les hôpitaux ne seraient pas équipés pour faire face à une telle ampleur de maladies dues aux radiations. Le monde serait également l'hôte de centaines de nouvelles zones d'exclusion. Imaginez la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui couvre une superficie de 30 km², mais à l'échelle mondiale. Certains scientifiques pensent que cette zone ne sera pas sûre pour les humains avant 20 000 ans. Il va donc être difficile d'attendre que ça passe. L'Amérique du Nord possède le plus grand nombre de centrales nucléaires, l'Europe venant en deuxième position. Inutile de dire que vous ne voulez pas être sur ces continents. Il est peut-être temps de s'échapper en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ou même dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Afrique. Alors, ça n'a pas l'air bon, hein? Eh bien, sur ESSI, nous essayons de rester optimistes, même face à une apocalypse nucléaire. Alors, est-ce qu'il y a du bon dans tout ça? Eh bien, si vous êtes fan de la nature, vous allez adorer ça. La végétation commencerait à envelopper les villes touchées par les explosions. Et une fois que ces petites plantes commenceront à se décomposer, de petites quantités de sol se formeront. Et finalement, l'environnement deviendra habitable pour des plantes et des arbres plus grands. Il y a même des scientifiques qui pensent qu'une telle catastrophe aiderait la Terre, en amenant les personnes qui survivent et se reproduisent à faire naître une nouvelle ère plus propre pour les humains. Un âge où nous nous épanouissons et travaillons avec la Terre pour atteindre un nouveau développement en tant qu'espèce. Ok, tout cela est bien beau, mais nous souhaitons avoir un deuxième avis. Heureusement, les chances que toutes ces centrales nucléaires explosent en même temps sont très faibles. Cela dit, si l'énergie nucléaire est moins polluante que les combustibles fossiles, elle n'est pas la forme d'énergie la plus sûre en ce qui concerne les effets d'un effondrement nucléaire. Espérons qu'il ne faudra pas une apocalypse nucléaire pour nous faire comprendre que nous pouvons développer une meilleure méthode de production d'énergie. Nous pourrions utiliser des sources d'énergie propres et renouvelables, qui, comme vous le savez, ne rendront pas la planète inhabitable pour nous. Et si nous abandonnions l'énergie nucléaire et essayions de trouver une nouvelle source d'énergie renouvelable? Une source d'énergie et d'armement des plus agréables, vous en conviendrez. Bon alors, qu'est-ce qui pourrait être pire qu'une apocalypse nucléaire? Je suis sûr que vous êtes toutes et tous très impatients de le découvrir. Sans plus attendre, voici la pire menace pour l'humanité. Une guerre mondiale.
Notre planète est à deux doigts d'entrer dans une nouvelle guerre mondiale dévastatrice. Et bien qu'il soit terrifiant d'imaginer ce que ce conflit pourrait nous faire endurer, cette fois-ci, il se pourrait qu'il se déroule sur un champ de bataille bien particulier. Dans l'espace. Quels pays seraient les principaux combattants cosmiques? Quelles armes inédites seraient utilisées? Et le conflit aurait-il une fin? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si la Troisième Guerre mondiale avait lieu en 2024. Avant de nous élancer sur le champ de bataille cosmique de la Troisième Guerre mondiale, faisons un bilan des tensions terrestres qui pourraient la provoquer. Peu importe la date exacte à laquelle le conflit éclatera, le décor est déjà planté depuis un certain temps. Les rivalités et les alliances géopolitiques se sont multipliées et pourraient s'enflammer à tout moment, jusqu'au-delà de notre atmosphère. Une course à l'armement numérique pour la suprématie technologique se prépare entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Mais cette cyberguerre n'est pas le seul domaine dans lequel les nations les plus puissantes de la planète s'affrontent déjà. Les accords internationaux tels que les traités sur les forces nucléaires sont en train de s'éroder. Le changement climatique fait de l'Arctique une position militaire stratégique et les pays développent déjà toutes sortes de technologies anti-satellites et autres technologies spatiales. La frontière entre la Terre et l'espace devient de plus en plus floue, ce qui transforme nos relations internationales en poudrière sur le point d'exploser hors de la stratosphère. Si un violent conflit international éclatait dans l'espace, pourrait-on même parler de guerre mondiale? Eh bien, ce ne serait pas très utile de débattre du nom alors que le combat se déroulerait dans des dimensions entièrement nouvelles. Bon, pas littéralement dans de nouvelles dimensions, pas encore. La guerre serait toujours limitée par notre cadre quadridimensionnel d'espace et de temps. Ça ne veut pas dire que dans un avenir plus lointain, on ne pourrait pas mener des guerres interdimensionnelles. Mais n'allons pas trop vite en besogne. La technologie de la guerre spatiale représenterait un pas de géant par rapport à nos capacités actuelles. Pour y arriver, il faudrait que les 3 nations les plus puissantes, et d'autres ayant des programmes spatiaux avancés comme l'Inde, le Japon et l'Union européenne, accélèrent le développement d'armes entièrement nouvelles. Les satellites, anciens et nouveaux, deviendraient des composants actifs des différentes machines de guerre. Ils pourraient être reconfigurés en brouilleurs de communication hautement sophistiqués, en systèmes de défense antimissiles ou même en faisceaux laser à haute technologie. On dirait de la science-fiction. Et c'en est. Mais ce n'est pas tout. Chacune des nations en guerre développerait des vaisseaux spatiaux faits pour se battre sur des champs de bataille situés au-delà des orbites traditionnelles. Ces engins spatiaux pourraient être à la fois autonomes, mais aussi contrôlés par l'homme. Mais ils ressembleraient probablement à des avions de chasse perfectionnés, conçus pour effectuer des manœuvres complexes dans le vide spatial. Ils transporteraient des armes hautement destructrices pour les combats à courte distance contre les vaisseaux spatiaux ennemis, ainsi que des armes laser à longue portée pour attaquer des cibles sur Terre. Parmi les nouvelles armes les plus terrifiantes permettant de semer le chaos et la destruction sur des cibles terrestres, on trouve les tiges de Dieu. Bien que ces armes semblent relever de la science-fiction pure, j'ai le regret de vous informer qu'elles pourraient devenir réalité. Les tiges de Dieu seraient des bâtons de tungstène denses et lourds qu'on larguerait sur la Terre à partir de satellites. Ils mesureraient plus de 6 mètres de long et pèseraient près de 4,5 tonnes chacun. Connues sous le nom de frappe orbitale cinétique, ces armes atteindraient des vitesses incroyables lors de leur descente dans l'atmosphère. À l'impact, elles auraient la force d'une arme nucléaire, mais sans les retombées radioactives. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour anéantir des villes entières. Ainsi, bien que cette guerre se déroule principalement dans l'espace, la Terre pourrait tout de même subir de graves conséquences. On y reviendra dans un instant. Ce concept d'arme radicale existe depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Elle a été mise au point par un chercheur de Boeing afin de porter des coups dévastateurs sans avoir à déployer d'armes nucléaires.
Sur un champ de bataille comme l'espace, de telles armes changeraient la donne. Les satellites en charge du transport de ces tiges seraient des cibles hautement stratégiques à abattre pour éviter les pertes massives qu'occasionnent ces météorites artificielles. L'un des sites stratégiques les plus importants dans une guerre spatiale serait le plus grand de tous les satellites en orbite, la Lune. Elle deviendrait un territoire très disputé pour y établir des bases. Elle abriterait également de l'artillerie et des laboratoires de recherche et de développement pour forger de nouvelles armes. Elle pourrait même devenir un champ de bataille à part entière. Les différents pays pourraient y attaquer les bases des autres ou y mener des invasions au sol à travers les paysages rocheux. L'expression « un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité » prendrait une toute nouvelle signification dans cette dangereuse zone de guerre. Avec tous les conflits qui éclateraient dans l'espace, les frontières de la bataille pourraient s'étendre continuellement au fur et à mesure que de nouvelles technologies plus performantes se développent. À terme, la lutte pourrait déboucher sur un conflit mortel sur Mars, au sein de la ceinture d'astéroïdes, ou même au-delà. Les répercussions de cette guerre sur les civils terrestres seraient également graves. La destruction massive des satellites entraînerait une panne mondiale des communications, des systèmes de navigation et des technologies de prévision météorologique. Les marchés seraient dévastés par l'effondrement de toutes sortes d'accords commerciaux. Les budgets des nations les plus puissantes du monde seraient presque exclusivement consacrés à l'amélioration des complexes spatiaux, militaires et industriels. Et alors même que les batailles feraient rage hors de la surface de la planète, il n'y aurait pas d'échappatoire à la nouvelle réalité de la guerre. Chaque nuit, en observant les étoiles, vous apercevriez des frappes orbitales facilement visibles à l'œil nu. Peut-être que vous vous demandez jusqu'où pourra aller la Troisième Guerre mondiale dans l'espace, et comment elle se terminera. À l'heure actuelle, c'est impossible à dire. Mais on peut facilement imaginer que ce type de guerre serait presque entièrement imprévisible. Il ne s'agirait plus de s'approprier du terrain sur Terre, mais de savoir qui sera capable de conquérir l'immensité de l'espace. Et ce qui commencerait par des tirs croisés de satellites pourrait évoluer vers la construction d'énormes stations spatiales qui serviraient de base pour faire naître une nouvelle ère d'exploration et de conflits dans l'espace. Et pour aller encore plus loin, peut-être même que ça ne s'arrêtera jamais. Ou peut-être qu'une civilisation extraterrestre avancée devrait intervenir et mettre fin au conflit entre êtres humains de manière diplomatique. Et si ça devait arriver, espérons qu'on ne se laissera pas trop emporter et qu'on ne se retrouvera pas en guerre avec d'autres espèces venues de planètes lointaines. Je crois que j'aurais pu le deviner. Cela dit, si cette fameuse guerre mondiale se déroule dans l'espace, l'humanité aura peut-être plus de chances de s'en sortir. Mais si c'étaient les extraterrestres qui débarquaient et nous déclaraient la guerre? Eh bien, évidemment, c'est une histoire pour un autre. Et si? La fondation Global Challenges, dont le travail est de réduire au maximum les risques de destruction auxquels l'humanité peut faire face,